Comme Rimbaud ou Baudelaire, Verlaine a laissé une empreinte saillante dans l'histoire de la poésie, en la révolutionnant, en l'extirpant du romantisme et du Parnasse. Son art de l'harmonie musicale et de la description des émotions et sensations fugaces est constitué d'une subtile alliance de dissonances, de tonalités, d'emboîtements, de rythmiques impairs. Pourtant, cet instrumentiste du vers, cet impressionniste de la poésie, connut une existence haute en couleurs, empreinte de longues périodes de déshérence et de vagabondage. Parisien d'adoption, Verlaine s'exilera une dizaine d'années dans les Ardennes, sa région d'ascendance paternelle. Toute sa vie, il subira le joug du destin sans vraiment l'affronter. L'alcool, son compagnon de route, le suivra dans ses fourvoiements, le laissant malgré son génie dans un complet dénuement à la fin de son existence. Rimbaud, la comète de la poésie, le poète aux semelles de vent, bouleversera à jamais Verlaine, son aîné de 10 ans, aussi bien dans sa vie familiale que dans son œuvre poétique. Leur relation passionnée le mènera jusqu'au pénitencier et à la création de recueils poétiques sublimes comme les romances sans paroles. Le poème « Il pleure dans mon cœur », en hommage à celui de Rimbaud « Il pleut doucement sur la ville », est empreint d'une mélancolie qui reproduit magistralement le bruit de la pluie et le sentiment de la vacuité. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui écœure. Quoi, nulle trahison? Ce deuil est sans raison, c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Verlaine, cet homme complexe, ambigu et torturé, a offert à la poésie une tonalité, une musicalité inédite, ponctuée d'harmonie et de dissonance, à l'image de sa propre existence. Ses recueils comme Poèmes saturniens, Les fêtes galantes, La bonne chanson, les romances sans paroles, Sagesse, Les poètes maudits, Amour, ouvrent un univers impalpable, souvent mélancolique, dans lequel l'insaisissable devient éternité pour le lecteur. Verlaine vécut une jeunesse parisienne éprise de lyrisme et des vacances bucoliques dans les Ardennes belges. Paul-Marie Verlaine vint au monde le 30 mars 1844, à Metz, ville dans laquelle son père, le capitaine Nicolas-Auguste Verlaine, était en garnison. On peut remarquer la similarité avec Rimbaud, dont le père était également capitaine dans l'armée. Paul est le seul enfant du couple. Sa mère, Élisa Deshaies, est d'origine calaisienne, tandis que son père est natif des Ardennes belges. Cette région marquera profondément le poète. D'abord enfant, quand il allait en villégiature chez sa tante paternelle, Louise Grandjean, dans la région de Bouillon, dans le hameau de Palissol. Le charmant village, cerclé de terres agricoles et de bois ombragés, accueillit l'illustre poète chaque vacances jusqu'à sa 18e année. Certaines compositions ultérieures de Verlaine, comme le merveilleux poème « Paysage », provenant du recueil « Amour », font l'éloge du pays de son père. Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre. Là, des loups font parfois luire leurs yeux dans l'ombre, et la myrtille est noire au pied du chêne vert, noire de profondeur sur l'étang découvert. Il mentionne également avec tendresse cette contrée dans certains écrits. Le souvenir de ces lieux et de ces temps me poursuit après tant d'années écoulées. Il se remémore avec tendresse les truites de la semois, les fleurs des champs chatoyantes, le chant joyeux des oiseaux sur les rameaux de chêne. Les Ardennes joueront un rôle crucial tout au long de la vie décousue de l'illustre poète. Ses états d'âme, sa mélancolie et sa poésie vont souvent venir puiser dans les couleurs, le climat et les paysages de cette attachante contrée. Dès 1851, la famille Verlaine emménage à Paris dans le quartier des Batignolles, endroit qu'affectionnent particulièrement les militaires en retraite de l'époque. Nombre de peintres impressionnistes viendront également y loger. Au sein du foyer familial, la cousine Élisa Moncomble, recueillie en 1836,
prend soin de Paul comme d'une grande sœur prévenante. Après une scolarité très correcte, Verlaine devient bachelier ès-lettres en 1862. C'est à cette époque que le poète en gestation découvre les œuvres pionnières de Baudelaire, les cafés littéraires parisiens et la fameuse fée verte, l'absinthe. La fameuse absinthe, la fée verte. Verlaine disait « Quel imbécile a pu qualifier cette sorcière de fée ?» L'absinthe et Verlaine, c'est un mythe. Et Verlaine ne boit que quand il est dépressif. Sinon, il boit comme tout le monde. C'est d'ailleurs ce que disait la patronne de cette auberge. Comme tout le monde à l'époque, hein, c'est déjà beaucoup. Lassé rapidement de ses études de droit, conscient de sa propre vocation poétique, Paul Verlaine fréquente dès lors les cafés et les salons littéraires, dont celui de la marquise de Ricard, très prisé par les Parnassiens. Ainsi, il commence à côtoyer le comte de Lille, considéré comme la tête de file du mouvement. Catulle Mendès, Sully Prudhomme, François Coppée, Léon Dierks ainsi qu'Alphonse Lemaire, son futur éditeur. Durant cette période, il publie ses premières poésies, le sonnet Monsieur Prudhomme, et son premier recueil de poésie, les poèmes saturniens, octobre 1866, à compte d'auteur chez Alphonse Lemaire et dont l'influence baudelairienne est manifeste. Dans cette dernière œuvre, on retrouve le merveilleux poème Mon rêve familier, dont l'ambiance mélancolique, envoûtante et musicale préfigure ses prochaines œuvres symbolistes. Je fais souvent ce rêve, étrange et pénétrant, d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Les poèmes saturniens, tirés à 491 exemplaires, eurent peu de répercussions dans le monde littéraire de l'époque. En peu de temps, il perd d'affilée son père et sa cousine Élisa Moncomble, dont il était amoureux, et qui avait contribué financièrement à l'impression des poèmes saturniens. Rongé par la souffrance, Verlaine s'abandonne entièrement à son mauvais penchant, l'alcool. Sous cette influence, il compose Les Fêtes galantes en 1869, s'inspirant de Watteau et d'autres peintres du XVIIIe siècle et de la tradition de libertinage de cette époque. La même année, il rencontre Mathilde Mottet de Fleurville. Elle lui inspire La Bonne Chanson, un recueil de poésie qui exprime naïvement l'évolution de ses sentiments amoureux vis-à-vis de la jeune fille de 17 ans. Le mariage a lieu le 11 août 1870 à l'église Notre-Dame de Clignancourt. Le jeune couple emménage au 2 rue Cardinal Lemoine, dans un appartement de 3 pièces au 4e et dernier étage d'un immeuble qui donne sur la Seine. Après la Commune, Verlaine perd son emploi à la mairie. Le jeune couple loge alors dans l'appartement familial des beaux-parents Mottet, au 14 rue Nicolet. C'est là que quelques semaines plus tard, Rimbaud jaillit dans la vie des jeunes époux et ébranle à jamais les bonnes résolutions prises par Verlaine. En effet, Verlaine a convié Rimbaud à venir le rejoindre à Paris après avoir découvert les sublimes poèmes que le poète aux semelles de vent lui a fait parvenir. Arthur Rimbaud admirait des hommes comme Victor Hugo, comme Baudelaire. Et puis, quand il s'est lancé en poésie, il était très pressé. C'était presque une urgence que de rencontrer des poètes, des vrais poètes en chair et en os. Alors il avait une admiration fervente pour Verlaine. Il lui écrit depuis Charleville. Et Verlaine lui dit « Venez, chère grande dame, venez, venez ». Et c'est comme ça qu'il se précipite à Paris pour rencontrer Verlaine. Rimbaud épate la galerie en déclamant l'illustre poème « Le bateau ivre » lors d'un dîner des vilains bonshommes dans un restaurant attenant à la place Saint-Sulpice. Alors, quand il monte sur la table à Paris pour déclamer son bateau ivre et 25 strophes, il fait une tellement forte impression que tout le monde reste pantois. Les membres de cette assemblée sont particulièrement séduits par le génie du jeune homme, qui fait figure de précurseur d'une nouvelle forme de poésie. Verlaine est particulièrement subjugué. Verlaine et Rimbaud entament alors à Paris une vie de débauche et de création, s'inspirant l'un l'autre de leur génie réciproque. Verlaine loge quelque temps le jeune Rimbaud chez ses beaux-parents rue Nicolet. Sa jeune femme enceinte l'attend avec patience dans l'appartement familial, tandis que les deux poètes vagabondent dans les rues de la capitale, fréquentent les cafés du quartier latin, dans lesquels ils consomment plus que de raison de l'absinthe et autres alcools forts.
La conduite des acolytes vire souvent au scandale. Rimbaud est violent et grossier, même auprès de ses condisciples poètes, notamment ceux des vilains bonshommes qu'il avait auparavant sacralisés, et ceux du cercle des poètes zutistes qui se réunissent à l'Hôtel des Étrangers, boulevard Saint-Michel. Verlaine, sous l'influence de Rimbaud et de l'alcool, mène une vie tout aussi avilissante, commettant des violences conjugales sur sa jeune femme Mathilde, qui finira par s'enfuir avec leur fils Georges, né en octobre 1871. Verlaine et Rimbaud connaissent dès lors une liaison passionnelle, scandaleuse, aussi bien amoureuse qu'intellectuelle, qui s'étendra sur plus de 2 années, marquée par de nombreux allers-retours de Verlaine entre Rimbaud et sa femme Mathilde. Pendant longtemps, Verlaine vivra écartelé entre la vie de famille heureuse à laquelle il aspire et ses sentiments violents pour Rimbaud. Maints rebondissements déchirants surviennent entre 1871 et 1873 au sein de ce drôle de ménage, pour reprendre l'expression même de Rimbaud dans Une saison en enfer, une œuvre largement inspirée par sa liaison avec Verlaine. Le 10 juillet 1873 signe définitivement le dénouement dramatique de la relation passionnée des deux poètes. Ce jour-là, à Bruxelles, Verlaine, désespéré et sous l'emprise de l'alcool, tire 2 coups de revolver sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet gauche. Malgré le retrait de la plainte de ce dernier, Verlaine est condamné à 2 ans de prison ferme et à 200 francs d'amende. Il purgera sa peine à la prison de Mons en Belgique. En prison, il achèvera Romance sans parole. Ses poèmes sublimes teintés de désenchantement et de mélancolie déploient tout son talent de peintre des clairs obscurs pour décrire des paysages impalpables, pour saisir la beauté des horizons fuyants. Sans conteste, la période 1871-1874 est propice à la création pour les 2 poètes, chacun se nourrissant du génie et des inventions stylistiques de l'autre. Ainsi, les derniers poèmes de Rimbaud, comme Éternité, Âge d'or, Larmes, Honte, emploient des vers impairs, ceux-là même que Verlaine avait remis au goût du jour. De même, Verlaine, en côtoyant le jeune poète, amplifiera son art de l'impalpable par des couleurs et des contrastes chers à la poésie rimbaldienne. L'art poétique de Verlaine, c'est utiliser la forme pour créer du sens. C'est un jeu très particulier, très ciselé, extrêmement travaillé. Verlaine peut mettre jusqu'à 10 ans pour écrire un poème, pour arriver au résultat désiré. On est complètement à l'opposé de la poésie de Rimbaud, qui est une poésie extrêmement sentie par les tripes, où l'on scande, où l'on vit avec passion. Verlaine, c'est quelque chose d'extrêmement ciselé. Et tout cela, encore une fois, est aux antipodes du mythe Verlaine qu'on voudrait proposer aux gens. Dès ses premiers mois de prison, Verlaine se convertit devenant un mystique insolite. Il déclarera « Je croyais, je voyais, il me semblait que je savais, j'étais illuminé ». Lors de la dernière rencontre des 2 poètes à Stuttgart en 1875, Rimbaud se moque de son ex-compagnon, le surnommant Loyola. Après cette entrevue, ils ne se reverront plus jamais. Jusqu'à la mort de Rimbaud, survenue le 10 novembre 1891, Verlaine ne cessera de rechercher les traces de l'éternel voyageur, guettant la moindre piste le menant à l'insaisissable poète. Après son séjour en prison où il aspire à la sérénité, et après quelques pérégrinations à travers l'Europe, Verlaine se sédentarise dans les Ardennes dont il garde encore un souvenir émouvant. Après sa conversion, la confirmation par le tribunal de sa séparation définitive avec Mathilde Mauret, il entame une nouvelle phase de son existence. Il compose au cours de cette période un recueil de poèmes originaux intitulé « Sagesse », découlant de ses résolutions récentes et de la foi en une vie meilleure à l'abri des tentations. Le ciel est par-dessus le toit si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte, un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse?
De 1877 à 1885, Verlaine séjournera dans les Ardennes françaises, en premier lieu en tant que professeur de français, d'anglais et d'histoire à l'institution Notre-Dame de Rethel, à raison d'une trentaine d'heures par semaine. À Rethel, il arrive là parce qu'il fuit Paris, il fuit son mariage, il fuit la bourgeoisie, il fuit surtout la commune. Et c'est certainement la période la plus calme de toute sa vie après l'escapade avec Rimbaud. C'est-à-dire qu'il est nourri, logé, blanchi par les jésuites. Il est professeur de français, d'histoire, de géographie, de dessin et d'anglais. Il passe 2 ans et demi à écrire aussi des poèmes religieux. À Rethel, il va connaître 2 périodes. Une période très calme, où il essaye de recoller les morceaux avec sa femme, où il va à Paris en catimini. Puis voyant que ça ne marche pas, la deuxième période à Rethel, Verlaine va commencer à sombrer dans une petite dépression qui va le conduire un petit peu au bistrot. Ses démons le reprennent. Verlaine est plusieurs fois surpris en état d'ivresse, et son penchant pour un élève, Lucien Létinois, devient trop visible. Le poète est contraint de quitter l'établissement. Après quelques errements en Angleterre en compagnie de Lucien Létinois, qui devient son fils adoptif, remplaçant ainsi son propre fils Georges qu'il ne peut plus voir, Verlaine offre au jeune homme une ferme, la petite paroisse, à Juniville, proche du village natal de celui-ci, Coulombe. Cette mise au vert de l'illustre poète ne dure qu'un temps. Malgré un bonheur serein et un travail de création poétique assidu, l'ennui et les problèmes financiers le contraignent à la vente de la ferme. La mort brutale de Lucien, atteint de la fièvre typhoïde, rend Verlaine fou de douleur. Il ne s'en remettra jamais. Mon fils est mort. J'adore, ô mon Dieu, votre loi, je vous offre les pleurs d'un cœur presque parjure. Vous châtiez bien fort et parferez la foi qu'alanguissait l'amour pour une créature. Dès lors, le poète s'empresse de retourner dans les Ardennes. Madame Verlaine achète à la famille Létinois leur petite propriété de Malval située à Coulombe. Verlaine s'y installe en compagnie de sa mère, tout en composant le recueil Amour à la mémoire de Lucien. Il reprend son existence de miséreux, d'ivrogne et de débauché. Verlaine est souvent présenté comme un débauché, comme quelqu'un avec des tendances alcooliques fortes. D'ailleurs, il est associé à l'absinthe pour l'éternité. Pourtant, ces périodes-là sont vraiment très très courtes sur sa vie. Mais en période de dépression, il sombre, à chaque fois, c'est sûr. Et surtout, la dépression, elle est souvent déclenchée par l'absence d'écriture. Quand Verlaine n'arrive plus à écrire, bizarrement, l'alcool prend le pas, comme une espèce de vase communicant. Mais il est beaucoup plus intéressant, généralement, de présenter ce Verlaine débauché, alcoolique, allant chercher l'inspiration dans des paradis artificiels. Le vrai Verlaine, c'est pas ça du tout. Le vrai Verlaine, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, quelqu'un d'extrêmement travailleur. On n'écrit pas les sanglots longs des violons de l'automne sous l'emprise de l'alcool. Ça ne marche pas. Personne n'est capable d'écrire ce genre de texte sous l'emprise de l'alcool ou de quelque autre paradis artificiel que ce soit. Les séjours ardennais de Verlaine furent très riches en matière d'inspiration et de création poétique. Pendant cette période, il publie depuis Coulombe Les Poètes maudits, jadis et naguère. Les Poètes maudits est un ouvrage dont l'ambition vise à remettre en lumière les poètes négligés par la critique et par le grand public. Verlaine va décider de sauver l'œuvre de Rimbaud en éditant son ancien compagnon dans un tout petit bouquin, tout petit livre qui s'appelle Les Poètes maudits. Et dans ce petit bouquin, Verlaine va essayer de sauver l'œuvre de plusieurs poètes, inconnus du peuple pour diverses raisons, car ils sont maudits par les bourgeois parisiens qui détiennent la littérature. Et depuis Juniville, Verlaine va éditer 3 poètes. Il s'appelle Tristan Corbière, poète absolument sublime, méconnu complètement, Stéphane Mallarmé, qui lui connaîtra son heure un peu plus tard, et Arthur Rimbaud. Ça, c'est la première édition des Poètes maudits, c'est-à-dire que c'est Verlaine qui invente le cliché du poète maudit. En 1885, le divorce d'avec Mathilde est prononcé à ses torts. Toujours sous l'effet de la boisson, Paul Verlaine continue sa vie dissolue. Endetté, le poète vend la propriété de Malval à perte. Sa déchéance sera totale après son incarcération au mois d'avril à la prison de Vouziers,
à la suite de condamnations pour violence contre sa mère. À sa libération, Verlaine quitte les Ardennes pour la capitale parisienne. Il déclarera ultérieurement « Nos savoureuses Ardennes, où je fis le bien et le mal ». Le retour sur Paris signe la gloire poétique et la déchéance parisienne du poète vagabond. Il s'installe dans un taudis, l'hôtel du Midi, sous le chemin de fer de Vincennes. Sa mère meurt peu après sans le sou. L'existence de Paul Verlaine sera dès lors miséreuse, se rendant d'un hôpital à l'autre pour soigner ses ulcères à la jambe, errant dans les cafés du quartier latin, logeant dans des hôtels minables. Alors on se trouve devant l'hôtel Royer-Collard, une des nombreuses adresses de Paul Verlaine. Paul Verlaine, au cours des 10 dernières années de sa vie, a vécu dans différents hôtels miséreux du quartier latin, dont notamment celui-ci. Pendant les 10 dernières années de sa vie, l'illustre poète est célébré par ses pairs et son génie est enfin reconnu. Verlaine se fera entretenir sur la fin de son existence par le ministère de l'Instruction publique qui lui verse des subsides et par ses confrères qui se cotisent pour sauver cet artiste de génie qui erre l'âme en peine. Un article de Jules Lemaître l'avait en effet porté en triomphe, le consacrant auprès de la société littéraire. Il est vrai que le poète est sans le sou, qu'il souffre de la jambe, l'obligeant à côtoyer jusqu'à la fin de sa vie moult hôpitaux parisiens. En cumulant les séjours, il y passera environ 4 années. Verlaine va vivre en effet environ la moitié de sa vie donc dans les hôpitaux de l'assistance publique de Paris. C'est l'endroit où il est le mieux. Et donc il en a parlé dans un ouvrage qui s'intitule « Mes hôpitaux ». Au moins, nous dit Verlaine, c'est la paix loin des gens et la souffrance laissée tranquille. Lorsque Verlaine n'est pas hospitalisé, il divague, errant comme un vagabond dans le quartier latin. André Gide se remémorera une rencontre qu'il a faite avec le poète qui, sur la place du Panthéon, donc à 2 pas d'ici, fut houspillé par une horde de gamins qui sortaient du lycée Henri IV. Et Verlaine se redressait plutôt, hirsute hagard, les vêtements en désordre et souillés de boue. Il avait dû tomber lui-même, retenant d'une main, je me souviens, son pantalon sans ceinture ni bretelles, et parfois comme répondant par un coup de boutoir au colibet, le regard mauvais, il se baissait vers les enfants en criant « Merde !» Alors Cocteau, qui avait lu l'article, n'a pas été enthousiaste. L'article lui a déplu. Et dans un autre article, donc, il va répondre à André Gide. Je trouve, en ce qui me concerne, ce Verlaine de la rue, ce Verlaine aux prises avec la sottise enfantine, ce Verlaine habité par les grands opales scélérates de l'absinthe et par le verbe d'amour, ce Verlaine solitaire, perdu sur une place presque déserte du quartier des écoles, propre à illustrer définitivement la mythologie des poètes. À l'inverse de son ancien compagnon de route Rimbaud, Verlaine ne cessera jamais d'écrire, favorisant fréquemment comme sujet d'inspiration ses rencontres ou attirances affectives et amoureuses. Il a eu sa dernière adresse parisienne, rue Descartes, au 39, dans un petit hôtel misérable qui porte aujourd'hui son nom, hôtel Verlaine. Alors les dernières années de Verlaine sont caractérisées par une vie de débauche, de luxure, une vie où il passe son temps, comme dira Claudel, d'un mastroquet à l'autre du quartier latin. C'est vrai que ces dernières années sont difficiles, mais Verlaine, lorsqu'il va continuer d'écrire, a un immense appétit de vivre, et les gens qu'il fréquente, même s'ils sont laids, moches, il aura le génie de les rendre beaux, voire même intelligents. Les 2 dernières femmes de sa vie sont une ancienne prostituée et une ancienne lingère qui, paraît-il, était laide comme un épouvantail. De 1890 jusqu'à son décès, le poète vagabond publiera abondamment dédicaces, bonheurs, mes hôpitaux, chansons pour elle,
méprisons, ode en son honneur, épigramme, dans les limbes, confession. Certains poèmes s'avèrent prodigieux, emplis de souvenirs et de nostalgie. D'autres se révèlent très outranciers, voire même odieux. Il est d'ailleurs sacré prince des poètes, succédant à Lecomte de Lille. Le 8 janvier 1896, Verlaine meurt à 52 ans d'une congestion pulmonaire. Des milliers de personnes composées d'adulateurs, de poètes, de jeunes bohèmes, d'amis fidèles accompagnent le cortège funèbre long de 5 km de l'église Saint-Étienne-du-Mont au cimetière des Batignolles, où il est enterré auprès de ses parents. Alors ce qui est amusant de raconter, c'est que les gens du quartier furent très surpris de voir autant de monde à la messe d'enterrement du poète, car il était connu comme un clochard. Il y avait là Maurice Barrès, il y avait là Mallarmé, Jean Richepin. Donc après la messe, tout le cortège part de Saint-Étienne-du-Mont et descend et passe notamment par le boulevard Saint-Michel pour rejoindre la Seine, puis aller jusqu'au cimetière des Batignolles, où le poète va être enterré. Un an plus tard, au bord de cette même tombe, Mallarmé ajoutera « Nous savons, Verlaine souriant, de partager l'immortalité des grands poètes de la France, par exemple entre La Fontaine et Lamartine. » La place de Verlaine dans l'évolution de la poésie française est fondamentale. Il lui a fait don de la liberté et de la musicalité, en lui permettant la variation des rythmes et des mètres. La poésie de Verlaine est très souvent présentée comme une poésie classique, presque à la limite du naïf, tellement elle est limpide, tellement elle est musicale, tellement elle est simple de prime abord. Alors que la poésie de Verlaine est un jeu. Verlaine joue avec les codes pour les retourner. Il a d'ailleurs annoncé la couleur très jeune. Il a écrit « J'userai l'alexandrin ». Pas « j'userai de l'alexandrin », mais « j'userai l'alexandrin ». Il y en a ras-le-bol de l'alexandrin. Donc pour sortir de l'alexandrin, il faut l'emmener dans ses derniers retranchements. Alors Verlaine a été un des grands poètes de la langue française. Dans l'art poétique, il nous parle de son art, de la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée, vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature. Verlaine a écrit « Je masquerai vos cerveaux avec vos cœurs. Je vais vous empêcher de réfléchir. » On ne réfléchit pas devant un poème de Verlaine.